Merci de m'avoir invité à m'exprimer devant vous, surtout pour la séance inaugurale de ce cycle. Je vais vous parler de la ville de demain, bien vaste sujet qu'on va surtout aborder par les périphéries, commencer par l'extérieur. Et je tiens tout de suite à préciser que j'arrive de Lyon, j'ai vécu à Paris, dans d'autres villes, y compris à l'étranger, mais pas en Bretagne, donc je ne connais pas le contexte, vous le connaissez bien mieux que moi, donc j'en parlerai très peu. Voilà, moi je vais vous présenter un certain nombre de choses qui restent assez générales, et après à vous de vous en emparer et de voir en quoi ça peut résonner avec les questions que vous vous posez. Et puis je crois qu'on a prévu un temps d'échange, donc ce sera aussi l'occasion à la fois pour moi d'avoir un retour, sans doute d'apprendre des choses. J'ai déjà appris pas mal de choses aujourd'hui en visitant la ville, et puis de répondre aux questions que vous pourrez vous poser. Alors je crois qu'on a prévu une intervention d'à peu près 1 heure, c'est ça? Voilà. Et donc je m'en tiendrai là, et si vraiment il y a quelque chose de pas clair ou qui vous paraît, vous avez besoin d'un éclaircissement, je dirais un peu technique, n'hésitez pas à vous manifester pour que j'apporte sur le moment la précision qui vous semble nécessaire. Bien, je vais commencer par une... Ah oui, il ne faut pas que je me trompe d'écran. Je vais commencer par quelques éléments de diagnostic. Notamment quand on parle de périphérie des villes, on pense souvent à l'habitat peu dense, à faible densité. Et un des discours qu'on entend le plus, et que je vais un peu mettre en question, c'est l'idée faible densité égale insoutenabilité. C'est-à-dire l'idée qui domine dans les débats, c'est que la ville durable serait une ville dense. Et un des éléments qui est au cœur de cette affirmation, c'est cette courbe, qui a été établie il y a déjà un certain nombre d'années. La première version, si ma mémoire est bonne, date de 1989. Elle a été établie par 2 chercheurs australiens qui s'appellent Peter Newman et Jeffrey Ken-Murphy. Et ici, vous avez une version française produite par Frédéric Errand, qui est un chercheur spécialiste de la mobilité cycliste. Alors, ce que vous voyez dans cette courbe, je ne vais pas y passer trop longtemps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais aller assez vite sur chaque point, quitte à ce que dans le débat on revienne un peu plus sur le détail. Ce qu'on voit ici, c'est une relation très forte entre densité et faible consommation d'énergie dans les transports. Vous voyez dans cette courbe que les villes américaines, Houston, Phoenix, qui incarnent l'étalement urbain, j'y reviendrai, et donc la faible densité sont des villes qui consomment aussi beaucoup d'énergie dans les transports, alors que des villes asiatiques, alors en l'occurrence Hong Kong, mais il y a aussi Tokyo, parce que quand on parle, qui montrent qu'avec une forte densité, on a une moindre consommation d'énergie dans les transports. Ça se retrouve aussi, si vous regardez Paris, qui est un des lieux les plus denses en termes d'urbanisation en France, c'est aussi là, et c'est pas là pourtant qu'habitent les ménages les plus pauvres, c'est aussi là qu'on trouve un des taux de motorisation, c'est-à-dire de possession de voitures, les plus faibles. Donc voilà, c'est aussi parce que les gens se déplacent du coup, c'est très dense, beaucoup plus en vélo, en bus, à pied, voilà. Donc, ça c'est un des premiers éléments du diagnostic, un élément très général. Autre élément de discussion très important aujourd'hui, celui sur ce qu'on appelle en termes techniques l'artificialisation, et que dans le débat public on appelle plus souvent la consommation foncière. Donc là j'ai trouvé sur internet un blog de la filière paysanne, et ils ont produit ces illustrations qui sont assez parlantes. Vous avez donc un potager de 25 mètres carrés qui disparaît toutes les secondes, un stade de foot toutes les 5 minutes et un département tous les 7 ans sous l'effet de l'avancée du front urbain, de l'urbanisation. Donc ce sont des territoires agricoles, des terres agricoles, souvent de bonnes terres agricoles productives ou des terres naturelles qui disparaissent sous l'effet de l'urbanisation. Et un département tous les 7 ans. Il y a quelques années, c'était un département tous les 10 ans et là, ça s'est accéléré. Donc ça, ce sont des images extrêmement inquiétantes
qui nous disent, la première nous montre la forte consommation d'énergie liée à la faible densité, et la seconde nous montre voilà, l'impact énorme de l'urbanisation. Juste un ordre de grandeur, sur une parcelle de 500 mètres carrés, ce n'est pas une très grande parcelle pour une maison individuelle. C'est confortable, mais ce n'est pas très grand. Sur une parcelle de 500 mètres carrés, en ville, surtout dans un centre-ville dense, vous pouvez mettre un immeuble avec 6 étages, 12 appartements familiaux, et en plus vous avez 2 ou 3 commerces en rez-de-chaussée, plus une cour. Enfin, vous voyez l'écart énorme qu'il peut y avoir entre un centre-ville dense et une maison individuelle en termes de consommation foncière, d'artificialisation. Donc ça, ce sont des éléments de diagnostic assez généraux qu'on va discuter. Autre image, celle-ci, c'est une image prise dans les airs par un photographe américain qui s'appelle Alex McLean, et qui montre, je crois, assez bien ce qu'on appelle l'étalement urbain. Je ne sais pas si vous avez une image de l'étalement urbain, mais en général, j'ai fait l'expérience déjà, quand je demande aux gens si ça correspond à l'image qui se font de l'étalement urbain, quand ils en ont une, ça correspond assez bien. Donc vous voyez en premier plan les surfaces commerciales, les parkings avec les voitures qui stationnent, un grand axe de circulation et puis les habitations individuelles, des pavillons tout autour, un peu à perte de vue. Donc là on est en périphérie d'une ville américaine et le photographe, je ne sais plus si j'ai dit son nom, c'est Alex McLean. Voilà. Donc ça c'est le tableau, hein, l'étalement urbain, les enjeux de la faible densité, et donc un contexte législatif dans lequel on dit qu'il faut lutter contre l'étalement urbain, contre ce que je viens de vous montrer. Alors on a eu une première loi, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui date de 2000, qui est une loi importante pour l'urbanisme et l'aménagement, qui disait limiter l'étalement urbain, favoriser ce qu'on appelle le renouvellement urbain, c'est-à-dire urbaniser de manière privilégiée dans des endroits qui sont déjà artificialisés, qui sont déjà urbanisés, notamment typiquement les friches industrielles par exemple. Voilà. Ensuite, on a eu la loi portant engagement national pour l'environnement en 2010, favoriser la densification, notamment dans des zones peu densifiées, donc construire plus haut, plus de logements par parcelle, et lutter contre l'étalement urbain avec cette fois-ci des objectifs chiffrés. Et puis, plus récemment, on est allé plus loin encore, on a dit donner un coup d'arrêt à l'artificialisation, donc à l'ouverture de terres nouvelles à l'urbanisation, et densifier les quartiers pavillonnaires aussi, au travers d'une démarche dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle BIMBY, Built in My Backyard, par opposition au syndrome NIMBY, Not in My Backyard. Pas dans mon jardin. Alors finalement, là, on construit dans mon jardin. Donc voilà, ça c'est le contexte, les éléments de diagnostic, le contexte législatif, et en même temps les chiffres. Si vous regardez les aires urbaines, telles qu'elles sont définies par l'INSEE, je vais rentrer dans le détail de cette définition, enfin, dans certains détails de cette définition après, mais voilà, l'INSEE appelle aire urbaine les villes, les agglomérations qui concentrent plus de 10 000 emplois, avec autour d'elles leur zone d'influence, ce qu'on appelle le périurbain. Donc ces aires urbaines, vous voyez, la surface a augmenté de 39% entre 1999 et 2008. Je rappelle que la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, date de 2000. Elle dit qu'il faut limiter l'étalement urbain. Bon, en tout cas, si on s'en tient à cet indicateur-là, d'étalement, celui de la périmètre des grandes aires urbaines, on a donc une surface qui a augmenté de près de 40% en 9 ans. En fait, c'est le zonage 2010, mais les chiffres sont basés sur le recensement de 2008. Passons sur les détails, mais enfin, voilà, une augmentation énorme des aires urbaines. Ici, alors ça passe pas très bien à l'écran, mais bon, c'est pas très grave, on voit quand même l'idée. Ici, c'est une représentation du périmètre de l'aire urbaine de Lyon et de son évolution. Donc vous voyez en clair, jaune pâle, en 68, le périmètre de l'aire urbaine de Lyon, en 75, un peu plus foncé, et puis après, alors là, on a plus de mal à voir la différence entre 90, 99 et 2010, mais si on la voyait, on verrait que le phénomène d'extension de l'aire urbaine ne fait que croître et embellir. Il est de plus en plus fort.
Ici, une autre image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le zonage en aire urbaine de l'INSEE, qui montre, alors en rouge ou en couleur sombre ici, vous avez ce qu'on appelle les pôles urbains, les agglomérations, je vais venir juste après à la définition de ces éléments-là. Et puis autour, en orange ici, et puis en jaune clair, vous avez ce qu'on appelle les couronnes périurbaines. Donc j'ai bien dit que je connaissais très mal la Bretagne. Enfin, je me permets de vous mettre cette carte pour que vous ayez une idée de ce que ça peut représenter. Sur le côté, là, vous avez Paris. Hein, donc l'agglomération de Paris et sa couronne périurbaine. Et puis, vous reconnaissez évidemment Brest et Rennes aussi, lesquels, donc vous voyez un peu l'étendue de ce que ça peut représenter dans la définition de l'INSEE. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'INSEE, sur cette carte, distingue deux choses. Elle distingue donc, ce qui est en foncé, l'agglomération, et ce qui est en orangé et jaune pâle, le périurbain. Quelle est la différence? Bon, on va y venir, je vais vous l'expliquer, et elle est très importante. Elle est très importante parce que ça permet de poser le bon diagnostic. Et en fait, dans un certain nombre de débats, le problème de la lutte contre l'étalement urbain est mal posé. En fait, on entend souvent lutter contre des moulins à vent. Je vais expliquer pourquoi. Alors, ce qu'on voit en rouge sur l'image qui précède, c'est donc l'agglomération. L'agglomération, c'est la zone bâtie continue. La zone bâtie continue, c'est tout ce que vous... disons que on définit la ville, l'agglomération, et notamment l'agglomération urbaine, qui concentre 10 000 emplois au moins dans une zone bâtie continue, lorsque vous avez une ville-centre, ici Brest, et puis vous incluez dans l'agglomération toutes les communes dont la zone bâtie principale, le centre, est en continuité de Brest. C'est les communes de banlieue et elles viennent constituer l'agglomération. C'est la tâche bâtie continue, ou ce qu'on appelle aussi le pôle urbain. Donc, la continuité, c'est au moins une construction, enfin, il n'y a pas de séparation de plus de 200 mètres, ce qui est un critère assez lâche. Donc c'est comme ça qu'on définit l'agglomération, le pôle urbain. Là, vous voyez une forme d'étalement au nord-est de Paris, et là, on est en limite extérieure de l'agglomération parisienne. Donc c'est un étalement pavillonnaire, ça correspond, dans sa version française, disons, à l'image de l'étalement urbain que je montrais tout à l'heure. Et donc quand on pense étalement urbain, on pense étalement de l'agglomération, des nappes pavillonnaires qui se répandent autour des agglomérations, avec un centre plus dense, et puis tout autour, c'est beaucoup moins dense, c'est pavillonnaire, ça se filoche, et l'agglomération s'étend, alors en taches d'huile, de manière tentaculaire le long des réseaux de communication, etc. Mais on a cette idée de lutter contre l'étalement de l'agglomération. Or, la ville n'est pas composée que d'agglomérations, que de zones bâties continues, elle inclut aussi ce qu'on appelle le périurbain. Le périurbain, c'est quoi? Ce sont des zones, des espaces bâtis qui sont sous l'influence de la ville, mais qui en sont physiquement séparés. C'est-à-dire qu'il y a une discontinuité. Il y a au moins 200 mètres de discontinuité entre l'agglomération et le périurbain. Mais par contre, il y a une dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est dans l'orbite de la ville. Pourquoi cette distinction est très importante lorsqu'on parle d'étalement urbain? Donc, entre le périurbain, je montrerai des photos aériennes tout à l'heure, donc ce sera sans doute un peu plus clair, et l'agglomération. Ici, vous avez, c'est extrait de on ne voit pas en dessous bien la source, c'est extrait de la thèse de Sévric Bonin-Oliveira, qui a travaillé sur Toulouse et qui a soutenu sa thèse en 2012. Et ce que vous voyez, c'est en rouge ou en foncé l'agglomération de Toulouse, donc la ville-centre et les communes qui sont en continuité de Toulouse, les banlieues, et puis en jaune, le périurbain. Alors vous voyez qu'en 68, le périurbain c'est assez restreint, en 75, ça se développe, et puis ça se développe de plus en plus, mais ce qui est remarquable, c'est qu'entre 90 et 99, la croissance de l'agglomération, du pôle urbain, est assez faible, et elle est très limitée entre 99 et 2010. La même chose, mais en chiffres, sur la base du nombre de communes. Donc le pôle urbain, c'est en fait l'agglomération. On en a 2 communes en 62, 29, 36, 47, et puis 58 en 90, 72 en 99 et 73 en 2010. Évidemment, le cas de Toulouse a été choisi pour illustrer la thèse, mais c'est quelque chose d'assez général. La couronne périurbaine, elle,
197 en 1990, 270 communes en 1999, 380 en 2010. C'est-à-dire pendant que le pôle urbain, c'est-à-dire la zone bâtie continue, l'agglomération, gagnait une commune, le périurbain gagnait 110. Donc ce qui s'étend, c'est pas la zone bâtie continue, c'est pas l'agglomération qui se répand dans sa périphérie, c'est le périurbain qui s'étend. Alors maintenant, qu'est-ce que le périurbain? Le périurbain, c'est quelque chose d'extrêmement divers. Je ne vous parlerai pas du périurbain breton, d'autant qu'il y en a d'éminents spécialistes dans la salle, et je vais tenir un discours assez général. Tous les cas sont assez spécifiques, le sud de la France n'est pas le nord, l'est n'est pas l'ouest, etc., etc. Enfin, il y a quand même des tendances générales qui se dégagent. Je vais parler ici du cas parisien, du nord-est de Paris. Vous reconnaissez peut-être en haut, au nord donc, et à l'ouest de la photographie, une partie de la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle. Au sud, et toujours à l'ouest, il y a marqué Mitry-le-Neuf. Ce que vous voyez, c'est ça. Une version dézoomée. Et ici, en bas, donc, vous avez, voilà, vous avez ce que je montrais tout à l'heure. Et là, ici, on a la limite de l'agglomération parisienne. La zone bâtie continue depuis le centre de Paris, l'agglomération parisienne. Vous en atteignez la limite ici, vous voyez que vous êtes obligé de traverser des zones non bâties sur au moins 200 mètres pour atteindre les autres communes, notamment la commune de Clé-Souilly ici, et a fortiori la commune de Grécy qui est là, la commune de Messy qui est ici. Là, vous rentrez dans le périurbain. Vous sortez de l'agglomération pour rentrer dans le périurbain. Et ça ressemble à ça, le périurbain francilien. Et ici, vous êtes dans le périurbain le plus proche de l'agglomération. Vous êtes juste en limite de l'agglomération, vous n'êtes pas dans le périurbain éloigné. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très faiblement bâti. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. L'échelle n'est pas la même, mais bon, vous voyez, vous faites le rapport, hein, vous voyez ici. Ce qu'on voit ici n'a rien à voir avec ça. Et encore moins avec l'image d'Alex McLean que je montrais des États-Unis tout à l'heure. Donc ce qui s'étend en France autour des villes, aujourd'hui, c'est le périurbain. Et ce périurbain ne ressemble pas à des d'immenses nappes pavillonnaires. Ça n'est pas ça. C'est quelque chose de différent. Et vous êtes ici dans un secteur hein, ce qui est très intéressant, si je rentre un petit peu dans les détails, c'est que notamment cette partie-là, c'est un lotissement qui fait partie alors, de ce qu'on appelle en histoire urbaine le mouvement des mal lotis. C'est un lotissement qui date de l'entre-deux-guerres. C'est avant la Seconde Guerre mondiale. Tout n'a pas été bâti immédiatement. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, la limite de l'agglomération parisienne à cet endroit-là a été fixée à peu près aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas vraiment bougé depuis. Et ce n'est pas l'aéroport qui a empêché que ça bouge. L'aéroport, d'abord, il a été ouvert dans les années 70, et ensuite, le plan d'exposition Aubry couvre seulement le tiers nord du Cliché. Et vous avez des communes ici, qui sont, par exemple, celle-ci, que je connais bien, qui s'appelle Grécy. Vous voyez d'ailleurs, ça a bougé sans que je veuille, mais sur la droite, la gauche, pardon, la commune de Grécy, c'est 900 habitants. Entre 90 et 99, elle a même perdu des habitants, cette commune. Alors qu'elle est à 5 minutes en voiture de la zone industrielle de Vitry-Campan, qui est une des plus grosses zones industrielles de la région d'Île-de-France, et à 10 ou 15 minutes en voiture de la plateforme aéroportuaire Charles de Gaulle, et du nombre d'emplois qu'il peut y avoir sur ce secteur-là. Mais vous avez aussi la Francilienne, il y a Terminus à 1 km du RER B juste là. C'est une commune qui fait 900 habitants et qui perd des emplois. Qui a perdu des habitants entre 90 et 99. Vous voyez que voilà, le périurbain, c'est ça. C'est pas que ça, c'est un exemple. Et là, quand vous zoomez, vous voyez ce que vous voyez, c'est des villages. Alors, maintenant qu'on en est à ces éléments de diagnostic, que j'ai caractérisé ce qu'était le périurbain, montré que l'étalement sous forme d'immenses nappes pavillonnaires, c'est quelque chose qui n'existe à peu près pas, ou plus, depuis assez longtemps. On pourra toujours m'opposer un cas, enfin la tendance générale c'est plutôt celle-là. Et donc, dans ce cadre-là, faut-il vraiment lutter contre l'étalement urbain? Ou s'il faut lutter contre quelque chose, contre quoi lutter? Et donc, quelle ville pour l'avenir? Premier élément, pour réfléchir,
le schéma assez célèbre en histoire de l'urbanisme, même très célèbre, c'est très célèbre, le schéma donc, dans sa version originale ici, des 3 aimants, produit par Ebenezer Howard aux alentours de 1900, il y a eu plusieurs versions. Et Ebenezer Howard est une des grandes figures de l'histoire de l'urbanisme. C'est notamment lui qui a conceptualisé ce qu'on appelle en français les cités-jardins. Donc une immense figure de l'histoire de l'urbanisme. Et un de ces éléments, de ses productions les plus connues, c'est ce schéma des 3 aimants, dans lequel vous voyez ici town, donc les villes, country, la campagne, et puis le town country, parce qu'on voit cité-jardin. Et qu'est-ce qu'on voit écrit en anglais? On voit lister les avantages et les inconvénients de la vie urbaine d'un côté, et d'un autre côté, les avantages et les inconvénients de la vie campagnarde. Et ce qu'on voit comme avantages et inconvénients de la vie urbaine, par exemple, la vie urbaine, c'est que on est éloigné de la nature, mais par contre, on a plein d'opportunités de contact. Il y a des opportunités d'emploi, mais il y a de la pollution, etc. Et puis, la campagne, c'est l'inverse. Et ce que dit Howard, l'idéal, ce serait d'avoir des villes-campagnes, des cités-jardins, où on a tous les avantages de la ville, tous ceux de la campagne, sans les inconvénients. Bien sûr, la belle idée, ça fait penser à la formule qu'on prête à Alphonse Allais, on s'est trompé avec les villes, on aurait dû les mettre à la campagne. Bon. Donc les urbanistes se sont évertués, et Corbusier compris d'ailleurs, lui faisait des cités-jardins verticales, du côté anglais on a plutôt fait des cités-jardins horizontales, qui ont connu plus de succès. Les urbanistes se sont évertués un peu à trouver la quadrature du cercle. Mais finalement, le périurbain, c'est quoi? C'est un peu une invention pragmatique par les habitants, ceux de la campagne et ceux des villes, d'une réponse à ce problème posé par Ebenezer Howard. Parce que, je vous ai montré des photos aériennes tout à l'heure. Là, on est toujours dans la Seine-et-Marne, donc dans le périurbain parisien. Vous voyez une vue aérienne d'une commune. Alors, en fait, j'ai 2 ordinateurs parce que j'ai mes notes. Je ne suis pas arrivé à passer en mode. Normalement, on arrive à faire en mode 2 écrans. Là, je ne suis pas arrivé, donc j'ai mes notes sur mon propre ordinateur. Voilà, donc là, on a une commune qui fait 1200 habitants dans Seine-et-Marne. La population moyenne, c'est typique, c'est la population moyenne des communes périurbaines en France, en gros. Donc c'est assez typique comme cas, même si ce n'est pas représentatif de toute la configuration possible. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez, vous regardez vue du sol, ben, vous voyez, vous traversez des champs, donc là on a la céréaliculture dans ce secteur-là, et puis vous arrivez, vous voyez le clocher, puis les maisons individuelles tout autour. Et quand vous interviewez les gens qui habitent dans ce village, d'ailleurs, c'est très important cette traversée des champs. On sent qu'il y a quelque chose, c'est ce qui distingue le périurbain de la banlieue, justement. La banlieue, c'est vous habitez en banlieue, vous pouvez avoir une maison individuelle en banlieue, la même que celle que vous voyez là, avec le même jardin, etc. Mais en banlieue, vous avez le sentiment d'être pris dans la masse urbaine. Et là, vous sortez de la ville. Quand vous rentrez chez vous, vous traversez des champs, vous traversez des zones naturelles, enfin bon, vous avez l'impression de vous extirper de la masse urbaine et de rentrer chez vous, et vous dites, les gens qui habitent là disent pas je suis un périurbain, quoique dans le débat public, le terme commence à se diffuser, mais ils disent plutôt j'habite à la campagne, près de Paris. C'est ça, et c'est exactement la réponse au dilemme d'Ebenezer Howard, c'est-à-dire vous avez les avantages de la vie villageoise, et puis grâce à une mobilité qui est automobile, ça, on va y revenir, c'est un des éléments du problème, grâce à une mobilité qui est automobile, vous avez accès à toutes les ressources de la région, enfin une partie importante des ressources de la région Île-de-France. Le cas de Grécy que j'évoquais tout à l'heure, à quelques minutes en voiture, vous avez accès à une énorme masse d'emplois avec toutes sortes de niveaux de qualification. Vous n'êtes pas très loin d'un accès de la francilienne. Vous pouvez accéder très vite à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Vous pouvez vous garer au parking relais du terminus du RER B, vous pouvez vous asseoir parce que vous êtes au terminus. Donc vous avez accès à un certain nombre de ressources importantes. Donc vous avez les avantages de la ville et ceux de la campagne. Pourquoi j'ai commencé par le schéma d'Ebenezer Howard? Parce que, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais dans les débats, et on va y revenir, débats médiatiques, on a un discours assez présent sur le périurbain comme espace pathologique, voire pathogène.
producteurs de mauvais votes, par exemple. Or, ce que je voulais montrer, ici, à partir de ces exemples, c'est que, d'abord, c'est un espace qui répond à un certain nombre d'attentes, et qui même est une réponse à un problème que se sont posés bon nombre d'urbanistes. Sur cette idée de mélange rural-urbain, des avantages de la ville et des avantages de la campagne, je vous montre ces chiffres. Alors, ils sont issus du dernier zonage de l'INSEE. On pourrait discuter beaucoup d'ailleurs de ce tableau sur la question de la représentation statistique du monde rural en France. Mais bon, avec son dernier zonage, l'INSEE a décidé de recourir à nouveau à un critère qui n'était plus tellement en usage, qui est un vieux critère par lequel on distingue l'urbain et le rural. Ce critère, c'est, on dit qu'une commune, un espace urbain, à partir du moment où la zone bâtie principale, la zone agglomérée, compte plus de 2000 habitants. En général, une commune de 3000 habitants, on n'appelle pas ça une ville, on appelle plutôt ça un bourg, un petit centre. Bon. Mais bon, l'INSEE a repris ce critère-là. Et ce qui est intéressant, c'est que selon ce vieux critère, eh bien, dans les couronnes périurbaines des grands pôles, vous avez 55% de la population qui est rurale selon ce critère-là. En réalité, à l'échelle française, 9 communes périurbaines sur 10, 9 communes définies comme périurbaines par l'INSEE, comptent moins de 2000 habitants. Évidemment, ça fait pas, comme ce sont les plus petites communes, les communes qui font plus de 2000 habitants pèsent plus en termes démographiques, donc elles représentent 45% de la population. Mais 9 communes périurbaines sur 10 ont moins de 2000 habitants. Dans le cas de Paris, c'est 85% des communes périurbaines de Paris ont moins de 2000 habitants. C'est la même chose pour Lyon. Donc, dans une très grande partie des cas, les gens, effectivement, habitent dans une commune qui, selon ce critère-là, peut être considérée comme rurale. Donc, quand les gens disent « j'habite à la campagne près de la ville », ça a un sens, qu'on voit dans ce tableau. Alors, lutter contre... il va falloir que je me rapproche de mon écran, ou là, je retrouve l'autre. Oui, je vais me rapprocher quand même juste quelques secondes. Vous avez, par rapport à cette question, donc vous avez un État qui dit qu'il faut lutter contre l'étalement urbain, empêcher l'artificialisation, et de ce point de vue-là, ça fait obstacle au développement des communes périurbaines, ce discours-là. Or, en même temps, vous avez en France un nouveau ministère, pas plus si nouveau que ça, qui s'appelle le ministère du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Et la ministre, Sylvia Pinel, que vous pouvez lire ou pas lire parce que c'est trop petit sans doute, a reçu mardi 8 septembre 2015 les auteurs du rapport « Requalifier les campagnes urbaines de France, une stratégie pour la gestion des franges et des territoires périurbains ». Donc il propose une réflexion sur les territoires périurbains, leur aménagement et les politiques publiques qui doivent les accompagner. Et puis après, donner un nouveau souffle aux territoires ruraux et périurbains. Donc, du fait de cette hybridité, de ce double statut de proximité d'une grande métropole et donc de statut d'espace urbain, mais en même temps d'espaces ruraux, ben les espaces périurbains bénéficient de politiques qui visent à la dynamisation des territoires ruraux. Et donc là, l'État a des politiques qui rentrent en tension de ce point de vue-là. Et il a été démontré d'ailleurs que les politiques de développement rural sont les meilleures, contribuent à l'étalement des aires urbaines. C'est un des éléments du débat. Donc il y a cette tension entre deux types de politiques qui est assez intéressante à relever, qui donc montre que ce que l'État dit dans un ministère, il ne le dit pas forcément, en tout cas il peut dire d'autres choses dans un autre ministère qui sont en tension avec ces objectifs de lutte contre l'étalement urbain. En tout cas, si on prend la lutte contre l'étalement urbain à partir de la lutte contre l'étalement des aires urbaines ou de la limitation de l'artificialisation et de construction de nouvelles maisons individuelles. Autre élément de discussion, là j'entre dans le débat politique.
sur la question du périurbain. Ah bah du coup mon micro s'éteint. C'est parce que j'ai dit le mot politique peut-être. Non, c'est bon. Ça revient. Autre élément du débat. Cette carte. Cette carte a été produite par un géographe français, Jacques Lévy, qui est un géographe très connu du monde des géographes, très influent aussi en France. Pour vous donner une idée de l'influence de ce géographe, cette carte a été reproduite quasiment pleine page dans Le Monde, dans l'entre-deux tours de la dernière élection présidentielle. Voilà. Donc c'est quand même publié dans Le Monde, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Et ça montre quoi? Ça montre, le titre est sur la carte, les villes résistent à Marine Le Pen. Ce que montre Jacques Lévy, c'est que le vote Front National est particulièrement fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote Front National en centre-ville, c'est juste par rapport à la moyenne, il y a des écarts. Alors, dans les villes, on a tendance à voter moins pour le Front National que dans le périurbain. Ça se voit très bien. Alors, après, cette carte aussi, élément de précision, c'est une anamorphose. C'est-à-dire que les communes sont représentées non pas en fonction de leur superficie en hectares, mais en fonction de leur poids démographique. C'est pour ça que Paris apparaît très grande. Et les communes périurbaines, qui sont peu peuplées, nombreuses mais peu peuplées, apparaissent beaucoup plus petites. Et ce qu'on voit très bien dans le cas de Paris, dans le cas de Lyon aussi, dans le cas de Bordeaux, dans le cas de Toulouse, c'est qu'au centre, le Front National capte moins de voix qu'il ne le fait dans le périurbain. Et ça, ces cartes-là, après il y a des effets régionaux. Vous voyez que la Bretagne est dans une position un peu particulière par rapport au reste de la France. On voit bien aussi la spécificité du nord-est de la France et du sud de la France. Mais pour des villes comme Paris, donc celle que j'évoquais tout à l'heure, Lyon, Bordeaux, Toulouse, c'est assez clair. On voit bien la différence. Et donc, ces cartes-là ont contribué à mettre sur l'agenda politique la question du périurbain. Parce que, je ne vais pas vous l'apprendre, le Front National est devenu, depuis un certain temps, un parti qui structure le débat politique. Et ce constat qu'il a un succès particulièrement marqué dans le périurbain a évidemment attiré l'attention sur le périurbain. Il a attiré l'attention et produit de nombreux discours. Celui de Jacques Lévy, par exemple, consiste à dire que le périurbain est ce vote Front National, c'est les thèses de Jacques Lévy que je raccourcis, je tiens à le préciser, mais il établit une relation entre ce qu'il appelle le défaut d'urbanité, le manque d'urbanité. L'urbanité telle qu'il l'a définie, c'est la densité à la fois de relations sociales, d'activités, c'est ce qu'on trouve au cœur des villes. Et donc l'expérience qu'on fait au cœur des villes, selon cette thèse, vous ouvre l'esprit, vous rend plus tolérant et a priori moins susceptible d'être séduit par les thèses du Front National, alors que vivre dans le périurbain, c'est bien connu, vous vivez claquemuré derrière la barrière de votre jardin avec un panneau « ça me suffit, chien méchant ». Et donc vous votez pour le Front National. Je caricature évidemment, je dis ça parce que je suis filmé, donc je caricature les thèses de Jacques Lévy parce que de toute façon, en tout cas, c'est comme ça qu'elles sont en partie reçues. Et donc ça a alimenté un discours sur le périurbain comme espace pathologique. D'autant plus que vous avez en plus cette critique que j'évoquais tout à l'heure sur faible densité, forte consommation foncière, donc espace pathologique pour la ville durable, et en plus on vote mal, donc ça commence à poser de sérieux problèmes. Autre élément du débat, Christophe dit, lui, qu'il y a des positions très différentes de celles de Jacques Lévy, c'est d'autres thèses, mais qui opposent ce qu'il appelle la France périphérique, qui est en fait constituée par la France qui est à l'écart des grandes métropoles, et la France des métropoles. Et il montre que la vie, qu'il y a une pauvreté et des difficultés sociales dans cette France périphérique, et que cette pauvreté, ces difficultés sociales sont peu audibles, attirent peu l'attention des médias, en tout cas beaucoup moins que les banlieues populaires des grandes métropoles. Et donc il a attiré l'attention sur ces territoires-là, faisant un lien entre lui aussi, mais donc vous voyez par un autre raisonnement,
entre cette invisibilité médiatique, cette incapacité à être entendu par les partis politiques, et le fort vote Front National dans la France périphérique. Alors la France périphérique de Christophe Guilluy, c'est pas tout à fait le périurbain. C'est même très différent en fait. Et ça inclut une partie du périurbain, le périurbain le plus éloigné des centres. Là, enfin bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est précisément là où le vote du Front National est le plus élevé. Alors, si vous voulez qu'on parle du vote Front National, on pourra en parler dans le débat, mais ce n'est pas le cœur de mon sujet. Mais ce que je voulais dire là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attention politique. Christophe Guilluy, il a été rencontré par, à ce que j'en sais en tout cas, il a été élu par Manuel Valls, il a été rencontré par Nicolas Sarkozy, je crois que François Hollande l'a rencontré aussi. Voilà, il a une vraie influence, et aujourd'hui, voilà, beaucoup de responsables politiques se positionnent par rapport aux thèses qu'il avance, que je viens de résumer très sommairement. Et vous voyez d'ailleurs, Lumineux, Le Figaro, Crucial, Libération. Donc tant à droite qu'à gauche, on lui porte une grande attention. Donc le périurbain, aujourd'hui, il est au cœur des débats politiques, mais du coup, les responsables politiques commencent à se dire, oui, il se passe quelque chose là, et regardez ce qu'on voit. Alors, je vous montrais ici donc Sylvia Pinel recevant un rapport qui lui a été remis en septembre dernier, rapport qui a été rédigé par les huiles du ministère de l'écologie. Et la première recommandation, il y en a une, je ne sais plus combien d'ailleurs, je crois qu'il doit y en avoir une quarantaine. La première recommandation, je vous l'ai dit, énoncer à l'égard des territoires périurbains un discours positif, structuré autour d'une appellation valorisante qui pourrait être celle de campagnes urbaines et considérer leur requalification comme une priorité nationale à relayer par tous les services déconcentrés de l'État et à partager avec les nouvelles régions ainsi que l'ensemble des collectivités territoriales et tous leurs regroupements. Deuxième recommandation, réunir les assises des campagnes urbaines de France et annoncer un plan d'action dans le cadre d'un comité interministériel ou d'une communication gouvernementale afin de signifier le lancement de cette nouvelle approche. Vous voyez, il y a une attention politique forte qui s'est portée sur les territoires périurbains, et ce qu'il en ressort, c'est l'idée qu'il faudrait peut-être arrêter de tenir un discours consistant à faire de cet espace un espace pathologique, pathogène, problématique pour le développement durable, etc., et aller changer d'approche, développer, donc, comme il est écrit ici, en première ligne, un discours positif. Donc là aussi, on rentre en tension avec un certain nombre de dispositions sur la lutte contre l'étalement urbain. Bien, j'arrête là pour l'aspect débat politique, on pourra y revenir dans les échanges si vous le souhaitez. Pour revenir à la question du développement durable. Donc vous vous rappelez la première courbe que je vous ai montrée, la courbe de Newman et Kenworthy, établit une relation entre faible densité et forte consommation d'énergie dans les transports. Ça paraît intuitivement très vrai. Aujourd'hui, dans la recherche, cette courbe est largement discutée et elle donne une vision, il apparaît clairement qu'elle donne une vision tronquée de la réalité. Alors ça, c'est un sujet de recherche aujourd'hui, c'est un sujet de débat, mais ici je vous montre des chiffres qui sont issus d'une thèse qui a été réalisée par Hélène Nessy. Ce qu'on voit, c'est qu'elle calcule le nombre de kilomètres effectués, alors elle a travaillé sur les ménages avec enfants. C'est uniquement eux auxquels elle s'est intéressée. Et elle s'est intéressée au nombre de kilomètres parcourus. Et ce qu'elle constate, c'est qu'effectivement, si on s'en tient au kilomètre domicile-travail, ce qui est la partie, alors après elle compare Rome et l'Île-de-France, mais on va s'en tenir à l'Île-de-France, si on regarde les kilomètres domicile-travail, dans le centre, il y a beaucoup moins de kilomètres domicile-travail que dans le périurbain. Le périurbain, c'est en bas, et en haut, vous avez le centre. Et en plus, ces kilomètres sont plus parcourus en transport en commun, en vélo, en marche à pied, etc., dans le centre que dans le périurbain. Non seulement on parcourt plus de périurbain, mais on parcourt avec plus de kilomètres dans le périurbain, mais en plus on parcourt plus en voiture. Et ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse à la mobilité de loisirs, parce qu'en fait la courbe de Newman et Kenworthy que je vous montrais tout à l'heure, elle ne s'intéresse qu'aux déplacements quotidiens. Et vous êtes intéressé à la mobilité de loisirs. Bien, le bilan finalement,
apparaît pas moins défavorable. Alors ça s'explique en fait que alors, pendant un temps, Jean-Pierre Orfeuille avait une formule assez heureuse, il appelait ça l'effet barbecue. L'effet barbecue, c'est de dire, certes, le week-end, la semaine, vous allez vous déplacer plus en voiture, mais finalement, vous avez un jardin, vous allez avoir moins tendance à partir le week-end pour chercher la verdure qui vous fait défaut la semaine. Il y a d'autres, en fait, aujourd'hui, on voit que ce mécanisme joue, mais c'est pas le seul. On voit aussi qu'en fait, notamment pour les familles avec enfants sur lesquelles Hélène Dessy a travaillé, elle a travaillé sur l'Île-de-France, mais aussi, donc, comme vous voyez, sur l'Italie. On voit qu'il y a une sociabilité familiale autour de l'école notamment, qui ancre plus les familles quand elles vivent dans le périurbain, dans le village que je vous montrais tout à l'heure, que lorsqu'elles vivent en centre-ville. Donc, finalement, même si globalement quand même, il ne faut pas me faire dire ce que je ne suis pas en train de dire, globalement quand même, il semble bien qu'en termes d'émissions de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, la mobilité des habitants des centres soit plus vertueuse que celle des habitants des périphéries, la différence n'est pas aussi marquée qu'on l'imaginait il y a encore quelques années et que le montrait la courbe de Newman et Kenworthy. C'est beaucoup moins net que ce qu'on pensait auparavant. Autre image, si on s'intéresse, parce que finalement la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, etc., c'est pas seulement une question de transport, c'est aussi beaucoup une question de bâtiment. Or, la densité a des avantages pour la consommation d'énergie. Vous êtes dans un appartement, votre voisin, ce qui est perdu par votre voisin, vous en récupérez une partie. Mais il y a quand même un avantage à la maison individuelle, c'est sa flexibilité, son adaptabilité. Couvrir des panneaux solaires, alors mettre des panneaux solaires sur les toits, c'est une chose, mais enfin, là, si vous tapez pompe à chaleur sur Internet, vous voyez apparaître des maisons individuelles. Bon. Il y a une adaptabilité lorsqu'il s'agit de faire de l'isolation, de remettre aux normes, etc. L'habitat individuel présente un certain nombre d'avantages que n'a pas l'habitat collectif dense. Alors l'habitat collectif dense présente l'avantage lorsqu'on veut faire des réseaux de chaleur urbains. C'est sûr que c'est plus facile en centre-ville, quoique il y a le problème du sous-sol qui est déjà bien encombré aussi, qu'en périphérie. Enfin là aussi, quand on regarde les choses de près, c'est assez difficile de dire, il y en a un qui est clairement meilleur que l'autre. Et j'en viens à une autre question, qui est la plus brûlante, qui est celle de la consommation foncière. Donc je donnais un exemple tout à l'heure, sur une parcelle de 500 mètres carrés, quand vous avez une maison, vous pouvez avoir un immeuble avec de nombreux appartements, y compris des appartements familiaux. Donc on a des écarts énormes de consommation foncière, d'artificialisation entre les centres et les périphéries. Et je vous rappelle donc le schéma que je vous montrais tout à l'heure avec la consommation de potager de 25 mètres carrés, le terrain de foot et puis surtout un département tous les 7 ans. Donc là, de toute façon, peu importe la question de la mobilité, peu importe la question de consommation d'énergie dans le bâtiment, il y a cette question de l'artificialisation. Voilà, c'est un problème, un obstacle auquel on ne peut pas... il y a une marée pavillonnaire qui va bientôt submerger la France. Eh ben non. Alors, ceux que ça intéresse, j'ai écrit un article qui est en ligne, ça s'appelle « L'artificialisation est-elle vraiment un problème quantitatif ?» Donc si vous voulez aller voir le détail, vous pouvez. J'ai pris... Déjà, il faut savoir que sur la question de la consommation foncière et de l'artificialisation, ça pourrait durer très longtemps, mais bon, il y a des querelles d'experts sur les sources. Il y a différents types de mesures de l'artificialisation, des désaccords très vifs. Bon, pour éviter tout débat sur ce point-là, j'ai pris les chiffres les plus alarmistes. C'est-à-dire la source justement qui dit qu'il y a un département tous les 7 ans qui disparaît. C'est la base Théruti qui est utilisée notamment par le ministère de l'Agriculture en France. Théruti du cas à l'échelle européenne. Bien. Donc d'après cette base-là, d'après ce que j'ai pu en voir, ce qu'on en dit, dans le périurbain, il y a une artificialisation de l'ordre de 850 mètres carrés par personne. 850 mètres carrés par personne, en fait, ça correspond, parce que là-dedans, vous avez une partie de l'artificialisation qui est due au commerce, aux activités, aux infrastructures, seulement une part qui est due au logement.
si vous tenez compte de la taille des ménages, etc. Enfin bon, 850 mètres carrés par personne, pour faire un compte, ça fait à peu près 1000 mètres carrés de terrain par ménage. Ça, c'est le périurbain. Alors j'ai dit, juste pour voir, parce que c'est bien de dire un département tous les 7 ans, mais où on va? Donc pour voir où on va raisonner à partir du stock de logements aujourd'hui en France, et puis on va supposer que tous les ménages français habitent dans ce type d'environnement. Donc vous voyez là, c'est une commune où la taille moyenne des parcelles, c'est 1000 mètres carrés. Donc, tout le monde va habiter dans ce genre d'environnement. Donc, tous les gens qui habitent dans les villes, faisons juste une expérience de pensée, j'en ferai une autre tout à l'heure, on verrait. Tous les gens qui habitent dans les villes, même très denses, vont habiter sur 1000 mètres carrés de terrain. Donc la France entière se périurbanise, c'est la catastrophe absolue, voilà, et à la limite, encore pire, ça s'étale comme ça partout. Bon. Supposons ça. Actuellement, d'après les chiffres de la base Terruti-Lucas, de mémoire, parce que du coup j'ai plus mes notes, puis je ne vais pas les rechercher, mais on est de l'ordre de 9% aujourd'hui pour l'artificialisation. Avec cette hypothèse-là, on arrive à peu près à 10. Alors même si on rajoute des résidences secondaires, enfin a priori les gens, s'ils habitent tous dans des maisons individuelles, vont moins avoir de résidences secondaires, mais supposons qu'on ajoute les résidences secondaires. Tenons compte même de la croissance démographique, mettons la France à 70 millions d'habitants, on arrive à 11,5% d'artificialisation. 11,5% d'artificialisation. C'est-à-dire la maison, là, sur 1000 mètres carrés de terrain, même si elle fait 100 mètres carrés au sol, la maison, c'est 1000 mètres carrés d'artificialisé. Déjà. C'est pas imperméabilisation dont on parle, c'est bien dit. Les parcs et jardins urbains sont comptés comme artificialisés dans cette base. Donc, voilà, on arrive à 11,5 avec ça. Ce qui laisse quand même 88,5% du territoire non artificialisé. Donc le problème, il est clairement pas quantitatif. On a la place. Enfin, surtout si on compare à des pays comme les Pays-Bas, on reste très très loin. C'est-à-dire même en prenant une hypothèse extrême, alors ça peut paraître étonnant d'ailleurs qu'on passe seulement de 9 à 10, c'est qu'en fait, ce qui, selon cette base, artificialise le plus, c'est le rural. C'est là où les parcelles sont les plus grandes. Bon, je passe. Alors pour mieux comprendre le problème de l'artificialisation, j'ai fait une carte. Alors, je suis très mauvais quand je fais des cartes, donc c'est très simple, c'est juste des ronds. Ce que vous voyez ici, c'est l'aire urbaine de Dijon. Vous avez l'agglomération centrale de Dijon, le pôle urbain, où vous avez le gros cercle rouge, c'est la surface artificialisée ou urbanisée pour le pôle urbain ou l'agglomération de Dijon. Et puis après, pour chaque commune périurbaine, qui est donc indépendante, puisque c'est la définition du périurbain en termes d'agglomération, chaque commune périurbaine, vous avez un cercle qui représente, avec la même échelle, la surface artificialisée. C'est juste c'est schématique. Alors là, je propose une expérience de pensée. C'est juste une expérience de pensée, je précise bien, pour essayer de comprendre le problème de l'artificialisation. Cette expérience de pensée, c'est celle-ci. On rassemble toutes les surfaces artificialisées du périurbain sur un seul pôle urbain. On ne change rien à la densité. C'est-à-dire les gens qui habitent une maison, ils habitent toujours la même maison, avec le même terrain, il y a les mêmes surfaces commerciales, les mêmes infrastructures, sauf que c'est tout rassemblé. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait de la périurbanisation et de l'étalement des aires urbaines, on a justement l'étalement urbain que je montrais, vous savez, en arc continu. On rassemble tout sur un seul pôle. C'est-à-dire l'étalement urbain qu'on ne veut pas, celui contre lequel on veut lutter, qui d'ailleurs n'existe pas. Mais supposons qu'il existe. Et que donc, toute l'urbanisation est concentrée sur un seul pôle. Je vais quand même essayer de regarder mes chiffres. C'est pas grave. De mémoire, tout est dans l'article, je crois que le pôle urbain de Dijon, c'est 15 communes ou 16 communes. Et tout rentre en fait dans 21 communes. Alors que l'aire urbaine, c'est 250 communes. Tout rentre dans 21 communes. C'est une expérience de pensée, parce que là, on rase tous les villages. C'est pas du tout ce que je propose. Un urbaniste fou. C'est juste une expérience de pensée pour comprendre quoi? Quelle est la grande différence entre ça et ça? La première différence, c'est que là, les gens vivent effectivement dans des villages en ayant accès aux ressources de la ville. Donc on a l'idéal de la ville-campagne. Ça, c'est un premier aspect. C'est l'aspect positif de la chose. Et c'est ce qui explique la dynamique du périurbain et l'étalement du périurbain, même s'il y a d'autres raisons que je pourrais développer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, dans ce schéma-là,
les surfaces de contact entre l'agriculture et l'urbain sont très importantes, beaucoup plus importantes qu'ici. Donc les points de contact, les périmètres, on a un périmètre beaucoup plus important. Dans ce cas-là, de point de contact. Ici, dans cette configuration-là, les trames vertes et bleues, c'est même pas une question, il n'y a rien de construit, tout est, voilà, où les agriculteurs n'ont pas de question à se poser, est-ce que leurs voisins sont contre les pesticides ou ne veulent pas que je passe le tracteur à 10h du soir parce que ça fait du bruit, etc., etc. Il y a une séparation complète de la ville et de la campagne. Alors que là, vous avez beaucoup plus de problèmes de ce type-là. Et puis, la grosse différence aussi, c'est que vous avez un éloignement moyen à l'emploi beaucoup plus important ici qu'ici. Bon, je fais un petit calcul à la hache. Enfin, en gros, entre cette configuration-là et cette configuration-là, même en tenant compte du fait qu'il y a quand même pas mal d'emplois dans le périurbain, c'est un désert de ce point de vue-là, il y a beaucoup de gens qui habitent dans le périurbain et qui travaillent à proximité du périurbain. Si j'ai le temps, je vous en parlerai. Mais ce qu'on voit là, c'est un écart moyen de 10 km supplémentaires. Pour deux actifs qui travaillent, ça fait 20 km aller, 20 km retour, ça fait 40 km par jour. C'est moyen. C'est-à-dire dans cette configuration-là, sachant que ceux qui habitent le plus loin sont les périurbains les plus modestes. C'est-à-dire plus vous vous éloignez, plus les revenus déclinent. Aujourd'hui, ceux qui achètent des maisons individuelles neuves dans le périurbain éloigné ont des revenus de l'ordre de 2000 à 2500 euros, typiquement, par mois, pour un ménage, famille avec 2 enfants. Ils s'endettent à hauteur de 800 euros. Les frais de transport pèsent lourd. Vous avez ici des chiffres, alors ça c'est pour l'Île-de-France, où évidemment l'éloignement est énorme. Le front pionnier du périurbain en Île-de-France, c'est 100 km du centre. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un documentaire sur France 5 qui s'appelle La vie rêvée des pavillons. Et vous verrez un lotissement périurbain éloigné. Ce qui est intéressant, vous voyez, les accédants à la propriété, taux d'effort logement moyen en haut, prenez le tertile médian, vous voyez, on est à 24 à Paris, 24 dans les communes rurales de l'Île-de-France, c'est-à-dire en fait le périurbain, les petits villages périurbains. Dans le deuxième sextile, en fait, si vous regardez les chiffres, c'est pas significatif, je ne comprends pas d'ailleurs les émissions, ces chiffres-là, mais bon, le tertile médian, vous êtes à 5%, c'est-à-dire les Parisiens sont plus riches et consomment très peu dans les transports, en taux d'effort. Et évidemment, ça augmente plus vous éloignez. Donc dans les communes rurales, vous avez 25%. Équivalent, ça coûte autant que le logement. Reprenez ma famille à 2500 euros par mois, et là, on parle du taux d'effort moyen. Donc vous avez des gens qui vont consacrer 800 euros par mois à rembourser la maison, et puis presque autant pour leur déplacement. Ça ne fait pas beaucoup de reste à vivre. Et vous voyez que ça, c'est un des problèmes. Et du côté du périurbain, et notamment du périurbain éloigné, on a un vrai problème social, que vous pouvez évidemment raccorder à la question du vote Front National que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a des questions sociales importantes qui sont posées dans ce type de contexte. Alors, que faut-il faire? Aménager. Alors, en fait, ce qui ressort de tout ce que je viens de vous dire, s'il faut retenir juste une chose, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que je vous livre de manière peut-être un peu trop schématique, mais s'il faut retenir une chose, c'est qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est pas de dire si le périurbain c'est bien ou c'est mal, ou je ne sais quoi, c'est de l'améliorer, de l'aménager. Comme on aménage les centres, comme on aménage les banlieues, il faut aménager le périurbain. Mais le périurbain est un espace doté de spécificité, cette hybridation entre le rural et l'urbain, dont il faut tenir compte dans les projets d'aménagement. Alors, quelles sont les possibilités? Les possibilités, c'est de s'appuyer, je disais, 9 communes sur 10, ou 80, enfin 9 communes sur 10 périurbaines, en Bretagne c'est encore plus marqué cet aspect-là, ont moins de 2000 habitants, mais ça veut dire qu'il y en a quand même une sur 10 qui ont plus de 2000 habitants, et qui peuvent jouer le rôle de centre. Pourquoi je vous montre ce schéma, qui est un schéma de planification de l'aire métropolitaine de Boston? C'est parce que vous voyez une hiérarchie de centres. Et lorsque vous regardez les villages-districts, ça peut être pour un village-district un centre qui polarise à une échelle limitée, mais malgré tout significative, le territoire, ça peut être 5000, 6000 habitants.
Donc, un des enjeux, c'est de s'appuyer sur les centres. En fait, le périurbain, c'est la ville qui étend son influence sur des territoires ruraux, et ces territoires ruraux, ils sont déjà structurés. Vous avez déjà des bourgs, des petites villes qui structurent ce territoire. Et un des enjeux dans l'aménagement du périurbain, c'est de s'appuyer sur ces centralités-là pour accueillir des emplois, pour accueillir des services, des équipements, etc. et diminuer, notamment pour les ménages qui s'installent dans le front périurbain le plus éloigné, les distances de déplacement. Ça, c'est un des aspects. Alors, dans l'idéal, et ça on a quand même pas mal de mal à le faire en France, c'est articuler ces centralités, petites centralités du périurbain, à des réseaux de transport collectif lourds, et notamment des réseaux de transport collectif ferroviaires. Alors là, vous avez un modèle dont on discute beaucoup aux États-Unis, on appelle ça le TOD, T-O-D, Transit Oriented Development, le développement orienté par le rail. On fait ça en France. Alors ici, vous avez un cas j'habite Lyon, donc c'est Anse, au nord de Lyon, avec la ZAC du Pré au Bouton. Vous voyez, on a déplacé une halte ferroviaire, organisé un développement avec une partie de l'habitat individuel, de l'habitat intermédiaire, un peu de collectif, sous forme d'extension du bourg. On a déplacé la halte ferroviaire pour la rattacher du centre-bourg, parce qu'un des gros problèmes, c'est que les gares sont souvent situées à l'écart des centres-bourgs. Et donc, développer autour d'une gare, c'est créer une centralité concurrente de celle du bourg. Ce qui, pour les élus locaux et les habitants, très compliqué. Surtout quand on a des commerces qui ont déjà péri. Donc là, voilà, c'est une opération assez intelligente sur laquelle on pourra revenir, si ça vous intéresse. Un autre élément aussi, alors ça on en parle beaucoup aux États-Unis, on commence à le faire en France, c'est utiliser les centralités commerciales périphériques comme des centralités et les redévelopper. Vous voyez là, c'est le genre de réflexion qu'on mène aux États-Unis. Vous pouvez utiliser les parkings, les mettre en ouvrage. Il y a des endroits où on peut envisager ce genre de choses. Autre élément par rapport à l'aménagement du périurbain, je vais vite parce que je voudrais parler d'un thème, pour conclure, terminer mon intervention, je voudrais évoquer la question du gouvernement du périurbain qui me semble particulièrement importante. Ici, vous avez des travaux qui ont été menés dans le nord-ouest de la région de Paris, au-delà de la région Île-de-France, vous voyez Soissons au sud, Compiègne aussi. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été menés par Antoine Bresse, notamment, et l'agence Bresse Mariol et Associés, qui sont des architectes qui travaillent sur le Grand Paris, qui sont des très bons spécialistes des territoires périurbains. Et là, ils ont produit une carte qui montre, en gros, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le nombre de kilomètres que parcourent les gens pour aller travailler. Alors vous avez les chiffres moyens, par exemple, la distance moyenne que parcourent les actifs, c'est 17 km. Mais si vous regardez ceux qui travaillent, ils ont pris un carré de 50 km de côté. Ceux qui travaillent dans le carré, il y en a déjà en fait 60%, et la distance, elle tombe à moins de 6 km. Distance moyenne. Tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de gens, même si le périurbain c'est le territoire des longs déplacements pour une fraction importante de la population, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent près de leur domicile, d'ores et déjà. Et ça veut dire qu'il y a un travail qu'on peut faire aussi sur la mobilité. Et notamment, je vais peut-être en surprendre un certain nombre d'entre vous, mais notamment la mobilité à vélo. Surtout que, il ne faut pas parler du relief, le vélo électrique, ça existe, ça marche aujourd'hui très bien. C'est juste un peu coûteux. Le gros problème du périurbain, prenez les collégiens par exemple. Les collégiens sont pleins d'énergie, ils ne demandent qu'à faire du vélo. Pourquoi est-ce que dans le périurbain, il y a ceux qui habitent le centre-bourg, où le collège est dans le centre-bourg. Très bien. Et pourquoi est-ce que beaucoup de collégiens du périurbain vont en voiture, ou alors avec les cars du département au collège? Parce qu'entre leur village et le collège, il y a des départementales où c'est limité à 90 qui ne sont absolument pas aménagées pour faire du vélo. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de l'aménagement du périurbain. Il y a Yann Le Gall, qui est un ingénieur qui a fait beaucoup travaillé sur l'aménagement de la voirie à Nantes. Il dit un des enjeux aujourd'hui, c'est d'aménager les avenues du périurbain. Les avenues du périurbain, c'est les départementales qui relient les différents noyaux d'urbanisation du périurbain. Et pouvoir le faire du vélo. Pourquoi c'est important? Parce que les collégiens qui vont en vélo, ils vont acquérir une culture du vélo aussi. En plus, ce sera bon pour leur santé. Justement, s'ils sont protégés, là, c'est pas bon pour la santé, lorsqu'on n'est pas protégé des voitures qui roulent à 90. Mais un des enjeux aussi, c'est lorsque les parents commencent à accompagner leurs enfants en voiture,
voilà, c'est aussi une incitation à utiliser la voiture. Donc il y a des enjeux autour de ça, et il y a de nombreux déplacements qui sont à des distances tout à fait compatibles avec la pratique du vélo. Parce que comme on est proche de zéro, je ne dis pas que tout le monde doit faire du vélo dans le périurbain, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis qu'on peut certainement faire des progrès. En tout cas, le contexte s'y prête. Évidemment, il y a d'autres possibilités. Il y a aussi, les Américains d'ailleurs, dans leurs statistiques aujourd'hui, ils distinguent l'auto solo et l'auto à plusieurs. Et c'est considéré comme un mode collectif. Il y a des politiques très fortes pour favoriser le covoiturage. Et grâce à Internet, aujourd'hui, on a tout un ensemble de plateformes. Alors j'ai pris un exemple dans le PILA, contexte dense. Pour les déplacements de plus longue distance, on peut aussi travailler au développement du covoiturage. Donc il y a des solutions, à la fois en termes d'aménagement, de structuration du semi-périurbain, qui travaillent sur la mobilité. Ça, c'est des solutions. La question, et la vraie question aujourd'hui dans le périurbain, c'est comment on met en œuvre ces solutions. En France, et à Brest, Brest sera métropole, je ne sais pas exactement, est métropole. La coopération entre les villes-centres, dans les agglomérations, la coopération est devenue très forte. Il y a encore du travail à faire, surtout à Paris notamment. Il y a encore du travail à faire, mais il y a quand même énormément des grandes avancées qui ont été accomplies pour coordonner les initiatives à l'échelle des agglomérations, pour mettre en commun les énergies, pour le partage de la fiscalité, etc., etc. Beaucoup d'avancées, beaucoup de choses ont été faites. Et le périurbain, c'est le Far West, si on compare. Il y a énormément de travail à faire. Et un des grands enjeux aujourd'hui politiques, c'est de savoir comment on va gouverner le périurbain. Il y a plusieurs hypothèses. Il y en a une que, à titre personnel, j'exclus, qui pourtant est privilégiée par beaucoup, c'est de dire, un des enjeux, c'est d'intégrer, de faire des gouvernements à l'échelle des aires urbaines. C'est-à-dire d'étendre, par exemple, la métropole de Brest à l'échelle de son aire urbaine. Bon, il y a du travail, parce que si j'ai bien compris, la métropole de Brest, c'est 8 communes, je ne me trompe pas. L'aire urbaine de Brest, c'est 52 communes, donc ça fait déjà pas mal. Mais alors, si vous regardez Lyon, le Grand Lyon, c'est 59 communes, l'aire urbaine de Lyon, c'est 514. Le Grand Lyon est passé de 55 communes, ou peut-être 53, je ne sais plus, à sa création, et il est quand même, dans les années 60, il a eu un peu de mal à atteindre 59, 514, ça paraît compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'en fait, le périurbain, c'est pas seulement de l'urbain, c'est du rural. Et le périurbain est doté d'identités, de projets qui ne sont pas solubles dans celui des métropoles. Et la politique, c'est pas juste mettre tout le monde d'accord, c'est aussi le débat. C'est montrer ses désaccords, afficher ses positions, afficher ses projets, puis dire maintenant on va voir comment on se dépatouille et comment on travaille ensemble. Et un des enjeux, de mon point de vue, c'est que se constituent des territoires qui représentent politiquement et qui portent politiquement la parole du périurbain, après à voir comment on coordonne ça avec les intérêts des métropoles. Bien, donc ça c'est le cadre général, mais quelques éléments quand même de réflexion. Donc une des questions, la question ville-banlieue, qui aboutit aujourd'hui donc aux métropoles, après les communautés urbaines. Un des éléments structurants dans ce débat, c'est de dire le tissu communal est trop émietté. Donc il faut une structure commune qui fédère les énergies des villes et de leurs banlieues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le périurbain, vous rentrez dans un autre ordre de grandeur en termes d'émiettement. Regardez, donc on parle du Grand Paris, de Paris Métropole. Alors on ne sait pas encore bien combien de communes ça va être, parce que ça dépend il y a des adhésions qui vont être optionnelles pour les communes qui sont en limite du périmètre déjà décidé par l'État. Mais on est, je ne sais plus de mémoire, de l'ordre de 130 communes, si ma mémoire est bonne pour le Grand Paris. Sachant qu'en fait, quand même, l'agglomération parisienne, c'est 400 communes, c'est-à-dire la zone bâtie continue. Quant à l'aire urbaine, c'est 1800 communes, dont 1385 sont périurbaines. Vous voyez la population périurbaine, 1 700 000, ça fait 1300 ou 1400 habitants de moyenne par commune. Là, on est vraiment sur de toutes petites communes, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Si vous prenez Rennes, le nombre de communes périurbaines, c'est 177 communes périurbaines, 349 000. Et ce qui est intéressant dans Rennes, la différence de Brest d'ailleurs, c'est que la population périurbaine elle est majoritaire. C'est-à-dire que si on constituait un gouvernement à l'échelle du périurbain,
Alors, déjà, quand on constitue des gouvernements, on met toujours un représentant par commune, donc de toute façon, au nombre de communes, le périurbain l'emporte, mais même si on s'en tenait aux critères démographiques, dans le cadre de le pouvoir serait au périurbain. Autant vous dire que ça va faire un moment avant qu'on constitue des gouvernements à l'échelle des aires urbaines, quand même. Donc, et surtout quand ça renvoie au fait que l'identité périurbaine est bien différente de celle de l'urbain. Donc ça, c'est des éléments de cadrage, des communes petites, très nombreuses, très émiettées, et puis une tendance, pour un certain nombre de communes, je ne sais pas comment ça se passe autour de Brest, mais autour de Lyon, j'en connais pas mal, et autour de beaucoup de villes de France, il y en a un certain nombre, des communes qui se conçoivent un peu comme le village d'Astérix, sans les barrières. En fait, les barrières, c'est le règlement d'urbanisme. C'est non à l'envahisseur, où le dernier arrivé ferme la porte derrière lui. J'ai emménagé dans une commune villageoise, j'ai envie que ça reste villageois, je bloque l'urbanisation. Et du coup, d'ailleurs, le ménage accédant à la propriété, il est obligé d'aller chercher plus loin sa maison. C'est pour ça que ça s'étend, les aires urbaines, en fait. C'est parce que les premiers couronnes se bloquent à l'urbanisation, ferment à l'urbanisation. Du point de vue des habitants de ces communes-là, c'est tout à fait rationnel. Ils sont venus habiter une commune villageoise, c'est ça leur idéal. Donc ils préservent cet idéal villageois. Et en préservant cet idéal villageois, ils repoussent ceux qui veulent, qui sont en quête du même idéal, plus loin. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, autour de Lyon, c'est 50 km de Lyon, le front pionnier périurbain. Paris, une centaine de kilomètres. Avec donc les impacts sociaux que ça peut avoir. Donc on a des communes très petites et qui ont tendance à être des villages gaulois. Dans le Dixit, un certain nombre d'habitants eux-mêmes qui se reconnaissent dans l'idée du village d'Astérix, l'envahisseur étant au choix la ligne TGV, les nappes pavillonnaires, les constructions ou les banlieusards. Ou les trois à la fois. Alors comment est organisé le périurbain aujourd'hui? Il est organisé beaucoup en communautés de communes. Donc là, je pense que c'est le cas autour de Brest. Là, je vous montre le cas de Lyon, la carte intercommunale. Donc vous voyez le Grand Lyon, 59 communes, avec d'ailleurs une discontinuité. Si vous voulez que je vous parle de la discontinuité du Grand Lyon, c'est très intéressant. Et ça donne d'ailleurs des idées sur la capacité du périurbain à résister à l'intégration dans les métropoles. Et donc vous voyez tout un ensemble de petites intercommunalités autour. Alors ces intercommunalités ont un vrai intérêt, qui d'ailleurs a été mal reconnu par les dernières évolutions législatives. Vous savez qu'on a fixé un seuil minimal à l'intercommunalité à 15 000 habitants, enfin il y a quelques dérogations je crois, mais l'intercommunalité en France, c'est en gros, typiquement, on retrouve l'échelle du canton. Et avec l'échelle du canton, on a souvent une commune-centre, qui polarise l'espace local avec autour ces communes satellites. Et là, on a, avec les intercommunalités qui s'étaient constituées dans le périurbain, une échelle intéressante pour développer les petites centralités que j'évoquais à l'instant. Alors aujourd'hui, pour un certain nombre de cas, je crains qu'en étendant les intercommunalités, on dilue cette logique-là et tout le travail qui avait été fait jusqu'ici, souvent difficilement. Et donc il y a cette première échelle. Mais c'est une échelle qui est intéressante pour des espaces de vie quotidienne assez limités. Ils ne sont pas à l'échelle du périurbain, des enjeux du périurbain. Là, je passe là-dessus. Alors il y a une autre structure, je crois que ça vous intéresse particulièrement ici, qui est celle du SCOT. Alors dans le cas de Brest, si j'ai bien compris, on a un SCOT qui couvre l'ensemble de l'aire urbaine. C'est une caractéristique qu'on ne retrouve pas dans d'autres contextes, notamment celui de Lyon, qu'on trouve aussi à Toulouse, où on a un SCOT pour l'agglomération centrale, entouré en pétales, on dit parfois, de SCOT qui sont périurbains. Alors là, on est à des échelles plus importantes, et ce qui est intéressant, c'est, alors à Lyon, on n'a pas de SCOT à l'échelle de l'aire urbaine, mais on a un interscot. Et ce qui est intéressant, et peut-être dans les réflexions que vous allez avoir sur les dialogues qu'il peut y avoir entre la métropole et les territoires périurbains, c'est de voir quel projet politique les territoires périurbains portent. Alors si vous vous intéressez à ça, je vous suggère de vous promener sur le site du SCOT de l'Ouest lyonnais, et aussi sur celui du SCOT des Monts du Lyonnais, c'est-à-dire de l'Ouest. Alors le premier SCOT à l'ouest de l'agglomération lyonnaise, c'est l'Ouest lyonnais, puis après c'est les Monts du Lyonnais qui n'apparaissent pas encore sur ce périmètre parce qu'il est en cours d'élaboration aussi, il apparaît sur le périmètre en fait. Alors je vous montre ici la page d'accueil du SCOT de l'Ouest lyonnais. Il y a donc un jeune couple
On ne voit pas bien sur l'image, c'est les monts du Lyonnais, donc c'est vallonné. Vous voyez, et on voit les villages au sommet des collines. Il y a un feu rouge là, donc ça montre quand même qu'il y a une problématique par rapport à la circulation. Et vous voyez bien que l'identité ou le projet que porte ce SCOT, c'est pas un projet, on ne voit pas Confluence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de différent. Et d'ailleurs, vous voyez l'image en bas, là, ça c'est la première photo que vous voyez sur la page de garde. C'est pas la ville de Lyon, c'est pas la Part-Dieu. Et si vous regardez le projet que porte le SCOT de l'Ouest lyonnais, c'est mettre en œuvre un mode de développement ouest lyonnais, organisé autour du concept de village densifié. Alors le concept de village densifié, je trouve ça extraordinaire. Parce que ils affichent clairement, en fait, dans l'Ouest lyonnais, chaque village a plutôt le réflexe village gaulois. On veut préserver notre caractère villageois. Mais ce qui pourrait apparaître comme un égoïsme local, il le retourne en vertu en disant on lutte contre l'étalement urbain. On ne construit plus de maisons individuelles dans notre commune. On arrête l'artificialisation. Ça c'est très bien. Que peut trouver l'État à redire à ça? Et en plus, il y a des corps de ferme, comme la pression immobilière devient très forte, qu'il n'y a plus de maisons qui se construisent, qu'elles deviennent très chères, eh bien, il y a de la demande pour des logements plus petits, et notamment pour la requalification de corps de ferme. Donc, cette requalification de corps de ferme, appelons-la densification. Donc, on construit un réseau de villages densifiés, mais vous voyez bien le projet de village, c'est-à-dire cette idée, cet idéal de petite unité qui a l'allure d'un village, qui n'en a pas, on n'est plus dans le monde rural, ici ce sont des gens qui travaillent dans l'aire urbaine de Lyon, qui sont des urbains, mais ils ont un cadre de vie qu'ils souhaitent préserver. Et puis après je passe, mais vous avez alors la question de la mobilité est évidemment une préoccupation centrale. Alors d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'un des problèmes de l'Ouest lyonnais, c'est le développement périurbain plus loin, c'est-à-dire il se ferme à l'urbanisation, mais du coup ça se développe plus loin, ça reporte la demande de logements individuels plus loin. Le problème c'est que du coup ils sont traversés par les flux de ces gens qui sont allés habiter plus loin. Leurs villages sont traversés par des flux de circulation, ce qui pose problème. Donc il y a un problème de circulation, et puis vous voyez, la marque identitaire du territoire, ça c'est les 3 axes principaux. Je les montre parce que ça montre bien la différence avec ce que peut être un projet urbain. Et même si vous avez un SCOT qui couvre toute l'aire urbaine, vous allez nécessairement vous trouver confronté à ces différences de logique, et il va falloir trouver une articulation entre les deux. Et donc vous voyez, les espaces agricoles ainsi que les espaces naturels. Et finalement, ce projet, dans l'Interscot, il ne suscite pas tant de débats. Le principal problème, c'est le report de la demande d'habitat individuel plus loin. Et donc, du coup, le fait que ça... Et puis à l'est aussi, où là, l'aire urbaine de Lyon a rejoint celle de Grenoble. Mais tel qu'il est présenté, ce SCOT, le SCOT de l'Ouest lyonnais, renvoie finalement à une idée très classique de la boîte à outils de l'urbanisme, c'est celle de la ceinture verte. Finalement, on préserve une ceinture verte autour de l'agglomération lyonnaise. Ce qui arrange bien Lyon, parce que du coup, ça renforce la demande pour ces opérations de renouvellement urbain. Voilà. Donc, on a le SCOT. Mais le SCOT, c'est un document intéressant, mais ce n'est pas un gouvernement. C'est porté par un syndicat. Et la question quand même qui reste posée pour ce qui est du périurbain, c'est quand même quel gouvernement pour ces territoires et quelles institutions pour porter la parole politique de ces territoires et pour dialoguer avec les métropoles. Alors certains qui ont intégré l'argument selon lequel les métropoles vont avoir du mal à s'étendre et puis ça ne serait pas forcément un grand intérêt pour couvrir l'ensemble des aires urbaines, pensent que la région va être l'espace d'arbitrage de ces intérêts. Mais on peut douter de la capacité de la région, surtout dans les régions agrandies, par exemple celle de Rhône-Alpes-Auvergne, à porter ou à représenter les intérêts du périurbain. Or, on a vu, c'est pour ça que je parlais aussi du vote et puis des travaux de Christophe Guilluy, qu'il y a un vrai enjeu à ce que la parole politique du périurbain soit entendue et audible. Et ça veut dire qu'il y a des institutions qui la relaient, cette parole. Les communautés de communes sont intéressantes, mais sont petites. Alors, est-ce qu'il faut créer d'autres institutions, une nouvelle couche ?
Moi, j'ai une hypothèse que je propose, vous pouvez aller lire sur Internet l'article que j'ai écrit avec Harry Fitria, le département futur représentant du périurbain. Après tout, le département, il a le mérite d'exister, toujours, il n'a pas été supprimé finalement. Il est aussi traditionnellement le représentant des intérêts ruraux, et le périurbain, c'est aussi du rural. Et puis, dans un cas comme celui de l'agglomération lyonnaise, où le département du Rhône a été évidé de la métropole, il ne lui reste guère plus que le périurbain. Voilà, donc on pourrait imaginer d'ailleurs que les circonscriptions des conseillers territoriaux soient précisément celles des intercommunalités. Et d'une certaine manière, le département pourrait être au périurbain ce que la métropole est au pôle urbain. Et là, la région pourrait sans doute jouer le rôle d'espace de négociation, et puis trancher aussi sur un certain nombre de débats entre le périurbain et la métropole. Évidemment, ça pose encore la question du milieu rural hors influence des métropoles, mais c'est un autre sujet. Voilà, je m'arrête là. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. J'ai été plus long que